Soleil et acier les mecs, soleil et acier, bordel de merde. Je suis avec mon petit café breton. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un petit café breton, c'est un café classique où en fait tu mets à l'intérieur du beurre salé. C'est une putain de masterclass, même si ça peut paraître chelou comme ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire une version améliorée de ce café breton. Je sais pas si vous voulez, si vous serez curieux de la recette et du test. En gros, ce serait de faire torréfier du sarrasin, d'infuser un lait cru avec du sarrasin et de mettre du café avec du beurre salé et du lait infusé au sarrasin. Je pense que ça peut être une putain de masterclass. Le café le plus breton que t'as vu de ta vie. Voilà. Je suis un petit inventeur culinaire à côté de toutes mes autres qualifications de guide spirituel, coach sportif, tout ça. Et, euh, et du coup, on va inventer tout ça. Mais bref, aujourd'hui, je suis pas là pour te parler d'invention culinaire, je suis là pour te parler d'un bouquin que j'ai lu sur ma liseuse entre les 3 derniers jours à peu près, qui est Soleil et acier. J'avais déjà fait une première lecture de ce livre il y a à peu près 2 ans, si je me rappelle bien. Et déjà, j'avais compris que c'était une putain de masterclass, mais voilà, j'avais pas encore, disons, la même lecture que j'ai aujourd'hui. Et plutôt que de te faire une analyse profonde, que d'avoir pris 10 000 notes dessus, et que tu te dises ok, j'ai déjà compris tout le livre et ça va pas te donner envie de le lire en fait. Moi j'ai envie que tu lises le livre, j'ai pas envie que tu regardes juste ma vidéo. Du coup ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller chercher les notes, donc tout ce que j'ai surligné, tu vois, dans le bouquin. Et en fait, tu vas fissurer, tu vois. Je vais te prendre les notes, je vais un peu extrapoler dessus, et tu vas juste fissurer. Et tu vas lire le livre en fait parce que c'est une putain de masterclass. Si t'es un go muscu que t'as pas lu Soleil et Acier, je sais pas ce que t'attends en gros. Je sais pas ce qui te manque pour te convaincre. Mishima, pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est le dernier gars du Japon à s'être seppuku. Donc le seppuku, c'est quand tu prends un sabre, que tu fais ça, hop, et après qu'il y a ton bro en qui t'as confiance qui te tranche la tête, tu vois, donc c'est assez vénère. Par honneur. Donc c'est quelqu'un qui prenait le culte et le mythe du héros très très au sérieux. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas surligné autant de notes que ce que je pensais, donc je vais peut-être aller un peu dans les notes populaires ou quoi. Et de toute façon, je vais sûrement partir dans pas mal de tangentes, ce qui est très bien, ce qui est le but d'aujourd'hui en fait. Donc c'est parfait. Alors déjà, on a, et je l'ai lu en anglais, donc je vais devoir te faire la traduction au fur et à mesure, mais voilà. Le cynisme qui regarde tous les cultes du héros comme comiques est tout le temps euh, mis à l'ombre par un sens d'infériorité physique. Ça déjà, c'est voilà, une phrase, il y a tant de choses qui ont été dites, tu vois. Tu regardes, et c'est souvent un truc qui nous amène beaucoup à douter parce que c'est encore plus commun aujourd'hui, mais tous les mecs qui vont se moquer de la manière dont tu décides de vivre ta vie, de, disons, la vision archétypale que tu as de la chose et du fait que tu penses réellement répéter quelque chose de divin, répéter quelque chose qui a déjà existé et faire partie, disons, d'une grande comédie, tu vois, mais de ne pas être inutile. Ceux qui vont voir ça comme quelque chose de comique, ceux qui vont, disons, vraiment se voir comme moqueurs vis-à-vis de ces visions-là et de ces principes-là, c'est toujours des gens qui sont dont la vision est vraiment liée à leur mauvaise santé, j'ai envie de dire physique, mais qui est liée aussi à une mauvaise santé spirituelle. Donc, tu verras jamais un mec stock et qui a des enfants, tu vois, te dire que, comment dire, que réaliser tes rêves, que aller vers tous ces trucs-là, c'est ridicule, tu vois. Ce genre de mec, ça n'existe pas en fait. Et tu le vois, la majorité des gens, que ce soit sur les réseaux ou autres,
ou dans la vraie vie même, qui vont chercher à te descendre, c'est des gens qui eux-mêmes sont très médiocres sur tous les plans. Moi, pour te donner un exemple, euh, quand je travaillais, j'ai travaillé à l'usine notamment, tu vois, dans une usine de... Bon, je vais pas dire de quoi, parce que j'ai pas envie de trop exposer ces choses-là, mais j'étais entouré de gens, disons, normaux, tu vois. C'est-à-dire de gens normaux par nos critères d'aujourd'hui, de gens de l'usine normaux, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient les Kinder qu'il y avait dans les machines de distributeurs, ils fumaient des clopes à leur pause, ils restaient tout le temps à l'intérieur sous des bonnes lumières artificielles, tu vois, il y avait quasiment personne qui mangeait dehors ou quoi. Enfin, il y en avait quand même qui mangeaient dehors, heureusement. Plutôt les ouvriers que les ouvrières déjà. Et ils passaient leur temps souvent à scroll TikTok ou à perdre leur temps sur ce genre de choses. Et il y avait rarement, disons, une vision qui allait plus loin que ça. Voilà. Je me rappelle d'une femme enceinte qui fumait et buvait des tonnes de café pendant ses pauses. Voilà, j'étais très affligé en voyant ça, honnêtement. Alors, il y en avait certains et certaines qui ne jugeaient rien, avaient une réelle ouverture d'esprit. Et ces personnes-là, d'ailleurs, j'ai grande empathie pour eux parce que c'est, je pense, disons, des gens assez influençables qui, nés dans les bonnes conditions, auraient peut-être été amenés à vivre une vie beaucoup plus intéressante. Mais beaucoup de ces gens-là, tu vois, me voyaient comme un putain d'alien. Pourquoi? Ma pause du midi, tu vois, je me cachais derrière les voitures pour pouvoir... Sunmax, en fait, je me mettais torse nu derrière les voitures et en short pour pouvoir prendre le soleil, parce que comme je taffais à l'usine la journée, j'avais aucune autre occasion de faire mes stocks de vitamine D. Je courais pour aller chercher à la boucherie ou au grand frais du coin de la viande et des fromages au lait cru, et je bouffais ma viande crue avec les doigts, tu vois. Le midi, j'avais pas encore capté que le sel c'était pas fou, du coup je mettais plein de sel dans ma viande et je me faisais une sorte de tartare du gitan où je le mangeais avec les doigts, tu vois, avec un jaune d'œuf. Et, euh, et je méditais souvent aussi pendant les pauses, tu vois, plutôt que d'être sur mon tel ou quoi, où je lisais, tu vois. Je prenais un bouquin, je lisais. J'ai appris en quittant le staff après par un des gars avec qui je m'étais bien entendu et qui j'étais devenu un peu pote, qu'il y en avait plusieurs dans ce groupe-là qui pourtant visiblement avaient l'air sympa avec moi, mais en réalité derrière moi, enfin parlaient beaucoup sur mon dos, tu vois. Ça ne m'a pas impacté parce que en vrai, disons, je place pas beaucoup d'importance sur l'opinion de ce genre de personnes. Euh, je pense que tu comprends, hein. Je vois par exemple justement une femme enceinte qui passe son temps à fumer des clopes et à boire du café et à pas se nourrir, à rien manger. Bon, je vais pas trop placer, disons, de valeur émotionnelle sur la vie de cette personne, même enfin, sur la vie de qui que ce soit en soi, mais encore moins sur la vie d'une personne qui agit de cette manière. Mais voilà, dans tous ceux qui m'ont jugé de cette manière, c'était toujours des gens qui avaient une forme de dysfonctionnement, je dirais, physique, tu vois. Ils étaient soit extrêmement pâles, extrêmement maigres, ou plutôt en fort surpoids. C'était jamais des gens qui avaient des physiques et disons, un état de santé à peu près normal. À peu près, même moyen vis-à-vis d'aujourd'hui, tu vois. Pas, je te dis pas des gens qui passent leur temps au soleil, qui mangent cru, qui font tout ça. Je te dis juste l'état de santé à peu près ok, tu vois. Ceux justement qui avaient un état de santé à peu près ok, qui étaient un peu plus corrects, disons, dans leur style de vie et dans leur manière de vivre, étaient ceux qui, justement, n'ont rien dit sur mon dos, ne m'ont pas jugé, et ont été très ouverts et très curieux même vis-à-vis de mon style de vie et de la manière dont je passais tu vois, mes pauses et tout ça. Donc c'est un exemple que je te donnais pour te dire juste vraiment, il y aura toujours des gens pour juger négativement ce que tu fais, encore plus quand tu vas aller chercher à répéter quelque chose d'archétypal et que tu vas, disons, essayer de vivre spirituellement. Parce que quand tu essaies d'améliorer ta vie sur un plan juste matériel, il y a moins de... Enfin,
les gens se reconnaissent dans toi. Ils peuvent te jalouser, mais ils vont pas, euh, comment? Ils vont pas se sentir vraiment séparés de toi. Ils vont se sentir euh, comme toi, mais en moins bien, tu vois. Quand tu rajoutes, disons, une dimension spirituelle à la chose, une dimension de répétition archétypale, euh, méditation, chercher à comprendre le monde, comprendre ton rôle dans ce monde, tu deviens pour eux, enfin, ça devient une raison pour se moquer de toi et te voir un peu comme le fou du village. Et c'est ok. Voilà, juste faut accepter ce truc-là. Euh, Quand tu arrives à ce stade-là, tu auras même une séparation avec les gens qui auront cherché à s'améliorer, mais que sur le plan matériel. Donc par exemple, les gens, tu vois, que tu auras rencontrés, qui auront juste grossi le compte en banque, amélioré leur santé en mangeant mieux et en faisant plus de sport, mais qui derrière resteront à tomber dans les mêmes vices, par exemple, du casual sex, euh, de ne pas méditer ou de méditer avec le seul but d'améliorer sa concentration pour son travail, tu vois, pas de méditer pour d'autres choses, pour d'autres raisons. Et ouais, voilà, faut accepter cette séparation. Et il faut que tu comprennes vraiment une bonne explication là-dessus, une bonne manière de voir les choses, je pense, c'est de décider tu veux que qui se moque de toi. Tu vois. Parce qu'il y aura toujours, il y aura tout le temps, tu vois, quelqu'un pour se moquer de toi. Quoi que tu fasses, il y aura tout le temps quelqu'un pour se moquer de toi. Que tu décides de mener ta vie normalement et de travailler à l'usine, à McDo, j'en sais rien, dans un boulot comme ça, ou même dans un boulot de bureau un peu plus huppé, tu vois, à remplir des Excel. Euh, que tu décides de faire ça, ou de mener ta propre voie dans l'entrepreneuriat, dans, je sais pas, comme je le fais le coaching, ou dans un truc à rien à voir, tu vois, en faisant des Airbnb, j'en sais rien, par exemple. Quoi que tu fasses, il y aura tout le temps des gens qui seront là pour parler sur ton dos, pour se moquer de toi, pour être médisants. En fait. Il y a toujours des gens médisants. Maintenant, ces gens médisants, la question qu'il faut que tu te poses, c'est tu veux que ce soit qui? Parce que je pense que plus que les gens qui t'apprécient, on peut juger ton caractère à l'aune des gens qui te détestent. Ok, ça peut paraître un peu étrange comme opinion, mais au final, quand tu penses, c'est assez logique, tu vois. Si les gens qui te détestent, c'est des gens qui sont en mauvaise santé, qui cherchent plein d'excuses pour la manière dont ils vivent leur style de vie et le fait qu'ils n'arrivent pas aux objectifs qu'ils aimeraient arriver. Par contraste, tu es nécessairement quelqu'un qui est l'opposé de ces choses-là. Si les gens qui te détestent, c'est des gens qui sont dans un pur matérialisme, qui pensent que rien n'a de sens et que la vie ne vaut pas réellement la peine d'être vécue, t'as probablement les caractéristiques opposées. Et du coup, t'es quelqu'un que moi, personnellement, tu vois, j'ai envie d'être ton pote, tu vois, c'était comme ça. Alors que si à l'opposé, les gens qui t'apprécient pas, alors il y a personne, enfin, à ce stade-là de vie, enfin, les gens ils te détesteront pas, mais les gens qui ne veulent pas s'associer avec toi, ce sont des gens qui justement euh, ont fait un gros travail sur eux-mêmes, sont indépendants ou en tout cas sont interdépendants, c'est-à-dire apportent quelque chose à leur communauté, aux gens autour d'eux, euh, sont responsables, ont, disons, tracé leur propre voie dans la vie. Si c'est ces gens-là qui t'apprécient pas ou qui n'ont pas forcément envie de s'associer avec toi, par contraste, ça veut dire que tu es l'opposé et ça veut dire que tu es tout ce que, personnellement, moi j'aurais pas envie d'être, par exemple. Donc je pense que plus que choisir les gens avec lesquels tu veux t'associer, commence par choisir qui tu as envie, euh, enfin par qui tu as envie d'être détesté. Je pense que c'est peut-être une vision voilà, un peu étrange, encore une fois je me répète, mais extrêmement valable au final. Pour en revenir un petit peu là-dessus d'ailleurs, je voulais faire une vidéo à part pour ça, mais je pense que je vais autant en parler dans cette vidéo, mais je déteste absolument tous les... Et c'est un bon exemple d'ailleurs de gens médisants justement, qui sont un peu plus élevés que juste des mecs de l'usine, mais tout ce qui va être philosophe euh, nihiliste, philosophe qui ne croit pas en la nature humaine, philosophe misandre, c'est pour les hommes, c'est quoi le mot? Je sais plus c'est quoi le mot pour qui déteste les humains, mais peu importe. Enfin,
En gros, ils aiment pas les humains, tu vois. Ils pensent que les humains sont par nature mauvais, par nature méchants. Mais pour moi, ça c'est une réflexion de leur propre psyché et de leur propre vie. C'est pas une réflexion de la nature humaine. Un exemple de ça qu'on pourrait donner, ça pourrait être Slavoj Žižek. Je sais pas si vous le connaissez. Dans le même genre, avec un style un peu plus épicurien, on pourrait parler de Onfray, tu vois. Enfin, Onfray, je sais pas trop où il en est maintenant. J'avoue, je suis pas ces mecs-là. Et à vrai dire, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent réellement ou de ce qu'ils disent réellement. Pourquoi? Parce que au fond, leur opinion n'a pas d'importance de par leur état de santé. Ok. Euh, Quand un mec avec un gros ventre qui dépasse ou et ça c'est un autre élément dont on reviendra après dans les extraits que je t'ai trouvé, mais avec un gros ventre qui dépasse euh, ou les côtes qui sortent te dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, peut-être qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue quand tu es dans cet état physique-là. Euh, Pareil, du fait d'être extrêmement blanc, tu vois, de visiblement manquer de vitamine D, euh, d'être visiblement nerveux dans la manière dont il parle. Il parle de manière saccadée, on a l'impression qu'il est atteint de démence en fait. Et on ne peut pas se fier pour penser à des personnes qui sont dans cet état physique-là. Et je crois que je n'ai jamais vu un philosophe en bonne santé montrer des opinions, disons, anti-humaines, des opinions qui voient la nature humaine comme mauvaise, de quelles que soient les circonstances. À chaque fois que je vois justement des gens, et en particulier des gens qui se prétendent d'un intellect supérieur, c'est-à-dire des philosophes, euh, afficher ce genre d'opinion, ils ont toujours le même regard vide, les mêmes yeux cernés, t'as l'impression qu'ils ont l'entièreté de la nuit en dessous de leurs yeux, qui ont une peau qui tombe comme les seins d'une grand-mère et un ventre gonflé comme un ballon d'anniversaire qui est sur le point d'éclater. Bon, j'en ai fini avec les métaphores, mais voilà, j'ai jamais vu de gens avec un bel état de santé être aussi hideux dans leurs idées. Ok, alors maintenant, de manière invariable, c'est l'homme qui croit lui-même, euh, qui croit qu'il est... Ah, de manière invariable, c'est l'homme qui croit qu'il lui manque les attributs physiques héroïques qui parle de manière moqueuse du héros. Et quand il le fait, à quel point il est malhonnête dans sa phraséologie, il prend ostensiblement part à une logique tellement universelle et générale qu'il ne devrait pas donner le moindre indice sur ses caractéristiques physiques. Je n'ai pas encore entendu le culte du héros moqué par un homme doué des attributs qui peuvent être appelés héroïques dans le domaine physique. Okay, il y a une petite partie que j'ai pas très bien traduite, je pense, mais la suite de la phrase devrait te permettre de comprendre. Le cynisme facile est invariablement relaté à des muscles faibles ou de l'obésité, tandis que le culte du héros est un nihilisme supérieur, je ne sais pas comment décrire, un nihilisme de la beauté, peut-être, sont toujours liés à un corps supérieur et des muscles euh, qui ont été travaillés par l'acier. Pour le culte de l'héros,
car le culte du héros, excuse-moi, est ultimement le principe de base du corps et, au long terme, est lié intimement avec le contraste entre le robuste du corps et la destruction qu'est la mort. Donc cet extrait, tu le vois. Alors, il en parle après du fait qu'il a déjà rencontré des gens avec un corps en bonne santé, ce genre de choses, qui pourtant n'avaient pas les caractéristiques, disons, spirituelles, psychologiques, ou les caractéristiques de valeur du héros. Mais les dieux sont quand même invariablement liés. Et c'est un petit peu ce qu'il dit là, que bah, voilà, il ne voit jamais de gens cyniques qui sont de gens qui reflètent la beauté et la force du corps et la santé du corps. Et c'est un point sur lequel je ne peux que m'accorder. Et généralement, certains vont me dire que pour ce qui est de la santé, si on a des gens comme Gauthis par exemple, dans les milieux américains, enfin les milieux anglophones plutôt, parce qu'il n'est pas américain du tout, qui sont extrêmement cyniques et pourtant sont en théorie en bonne santé. Pourquoi je dis en théorie ? Gauthis, si tu regardes un peu son histoire, il a détruit sa santé physique à de nombreuses reprises. Il a passé une phase où il pensait qu'il n'avait pas besoin de nutriments, il n'avait pas besoin de nourriture, il avait besoin juste de manger le soleil, c'est-à-dire de passer sa journée au soleil, à prendre l'énergie du soleil. Bon voilà, c'est quand même un extrême qui l'a amené à l'hôpital. Il a été, il me semble, je crois pas qu'il a été vegan, peut-être qu'il a été vegan à une période, il a perdu ses cheveux, il a perdu sa santé, et il ne l'a retrouvé que partiellement par la suite. En plus de quoi, il a eu une femme avec qui il a eu des événements très compliqués qui l'ont amené à... En fait, il a fait des actions de psychopathe littéral, hein, c'est-à-dire envoyer des gens pour mettre le feu à sa maison, envoyer des gens pour l'agresser, ce genre de choses, ce qui est quand même voilà, assez fou, ce qui n'est pas une représentation disons, de bonne santé, du moins mentale. Et pourquoi c'est un bon exemple, Gauthis ? Parce que il a une des caractéristiques. Il a peut-être aujourd'hui une santé physique correcte, ça je veux bien l'admettre. Peut-être même meilleure que la mienne, ok ? Parce qu'il mange cru tous les jours, il fait gaffe à ça, etc. C'est très bien. Maintenant, il y a un élément sur lequel il m'est inférieur et sur lequel euh, on ne peut que voir qu'il est inférieur. C'est sur le fait qu'il a arrêté de prendre soin de sa force physique, de prendre soin de son développement physique, par une forme de cynisme de dire « oui, mais si je ne fais pas ça, je vivrai plus longtemps ». Okay. Le fait de ne pas voir la force comme quelque chose de désirable, comme quelque chose de beau et de nécessaire, est pour moi, en tout cas chez un homme, un signe de maladie mentale. Si quand tu vois Hafthor Björnsson, par exemple, qui fait un record du monde et qui passe un soulevé de terre à 510 kg, et que ta première réaction est de dire « oh mon Dieu, il fait 200 kg, regarde, il prend plein de stéroïdes, doit être en super mauvaise santé », pour moi, ça indique un défaut de caractère et une faiblesse, pas chez Hafthor, mais chez toi. Okay. Est-ce que je suis en train de te dire que Hafthor, avec ses 200 kg et les quantités de produits qui s'injectent, il est en bonne santé? Non, je te dis pas ça du tout. Je pense pas qu'il est en bonne santé, et je pense pas que d'un point de vue longévité, etc., ce qu'il fasse soit une bonne décision. Maintenant, d'un point de vue de la qualité héroïque de sa vie et juste d'un point de vue, de vivre une vie intensément et de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, ce qu'il fait pour moi est complètement compréhensible et complètement une bonne décision et complètement valable. D'ailleurs, pour la majorité d'entre vous qui ont ces pensées vis-à-vis de quelqu'un comme Hafthor et qui le jugent de cette manière, vous êtes bien moins avancé dans la vie que lui ne l'est, d'accord ? La majorité d'entre vous qui jugent ça, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de femme, ce qui est son cas. Et alors,
j'ai pas d'enfants et de femmes non plus, hein. Mais alors que vous jaugez pour beaucoup d'entre vous votre propre vie à l'aune du fait d'avoir des enfants, d'avoir une femme et de continuer justement vos traditions, votre vie. Je parle là pour une catégorie spécifique de gens qui regardent cette vidéo qui sont un peu dans la sphère primale, tout ça. Donc ouais, je pense que Hafthor est un très bon exemple de ça. Et tu peux avoir l'attribut héroïque dans la force physique sans avoir l'attribut de santé, qui est lié généralement au héros. Et tout de même répéter cet archétype. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'attribut de santé et ne pas avoir l'attribut de force. Quand je dis de force, ça ne veut pas nécessairement dire d'aller à la salle, tu vois. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire « Oui, mais la salle, c'est pas naturel, moi je veux pas faire de la muscu, tout ça. » Mais fais pas de muscu, gros. Par contre, si tu fais rien du développement physique, si tu ne fais pas, je sais pas, au moins du sprint, de l'escalade, ou du JJB, j'en sais rien, du grappling, ce que tu veux, tu vois. Mais le fait de ne pas te développer dans le moindre domaine physique est pour moi un signe indéniable d'une faiblesse spirituelle. Ok, maintenant que cette parenthèse-là est fermée, je vais te prendre le deuxième extrait que j'ai aussi surligné, qui est assez court également, mais qui va, à mon avis, encore m'amener dans une longue discussion. L'action, on pourrait dire, périt avec l'épanouissement de la fleur, tandis que la littérature est une fleur impérissable. Et en tant que fleur impérissable, naturellement, la littérature est une fleur artificielle. Je trouve que cette citation-là, elle résume tellement de choses, et tellement de ce que j'ai essayé de te dire dans plusieurs des dernières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Quand je te dis « vis plus que tu lis », c'est ça que je veux dire, d'accord ? L'action est la valeur suprême du corps. La réflexion, la littérature, l'écriture, ces choses-là, sont, disons, les valeurs suprêmes, plus d'une partie de l'esprit. J'ai même pas envie de dire de l'esprit en général, d'une partie de l'esprit. Si tu vis ta vie plus par l'esprit que par le corps, tu vas quasi nécessairement finir frustré. Du moins, tu n'auras pas vécu ta jeunesse et, disons, une des parties les plus importantes de ta vie de la meilleure des manières. Ce qui donne matière à ton esprit de créer cette fleur impérissable, de créer de la littérature et ces choses-là qui valent la peine d'être lues, qui valent la peine d'être comptées, de créer en fait, de faire de ta vie un mythe, c'est le fait d'avoir du moins vécu ta jeunesse d'une manière intense, justement, d'une manière intense et guidée par l'action, d'accord ? Tu devrais toujours essayer de développer ton esprit, de développer ton intellect. Et la lecture, l'écriture et l'apprentissage ont leur place et sont des choses magnifiques dont il faut que tu dépenses une partie de ta jeunesse dans ces choses-là. Mais ta jeunesse devrait être avant tout dépensée dans l'action. Dans l'action et dans la création. Quel que soit le domaine d'action ou de création. À mon avis, ce serait nécessaire qu'il y ait au moins un de ces domaines d'action et de création qui soit dans le domaine physique. Parce que c'est avoir cette expérience-là et avoir ce socle-là de vie héroïque et de vie qui vaut la peine d'être comptée, encore une fois, qui permet, une fois qu'on arrive peut-être à un plus grand âge, si jamais on survit à notre vie héroïque, à notre jeunesse héroïque, ce qui est plus ou moins souhaitable, tu vois. Mishima, lui, ne le souhaitait pas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fini sa vie d'une manière aussi héroïque, ce qui est beau. Mais personnellement, je vois de la beauté dans le grand âge, s'il reflète une réelle sagesse, et je pense que c'est pas nécessairement une chose qui n'est pas enviable de vieillir, en fait.
Mais pour que cette phase gériatrique vale la peine d'être vécue, il faut que la phase héroïque, la phase jeune, ait été vécue pleinement. Parce que c'est comme ça que tu pourras peut-être avoir ton magnum opus. Il me semble que Goethe a écrit Faust, son magnum opus, quand il était extrêmement âgé. Pourquoi? Parce que c'était l'accumulation peut-être d'une vie d'apprentissage et d'action. Je ne connais pas l'histoire de Goethe, donc voilà, je théorise. Nietzsche, lui, a théorisé l'action, mais ne l'a jamais vraiment vécu. Il y a une vidéo des Jennifer Long que j'ai vraiment kiffé, parce que du coup, du fait que les gens me fassent remarquer ma ressemblance dans certains de mes propos avec lui, même si de base, j'avais connaissance de son existence, mais je ne regardais pas ses vidéos, je me suis mis récemment à regarder certaines de ses vidéos. Et il y a une vidéo où il dit est-ce que tu penses que Nietzsche pouvait toucher le rim, tu vois, le hoop, en fait. C'est le truc du terrain de basket, là, du poteau de basket. Est-ce que tu penses que Nietzsche pouvait faire un dunk? Et je sais pas pourquoi cette citation, elle m'a fait exploser de rire, tu vois. Euh, parce qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il a passé sa vie à théoriser l'action pour, au final, vivre une vie quasiment de moine et de reclus, qui est un peu l'opposé de ce qu'il prenait. Et c'est souvent d'ailleurs le genre de... Disons, pas tout le temps évidemment, il y a des gens qui sont cohérents dans leur vie, mais c'est souvent le genre de contraste qu'on voit entre la théorie d'un homme et la manière dont il la vit, dont il vit sa vie concrètement. Schopenhauer par exemple, qui en gros disait que la vie n'avait pas de sens et que autant se quick, mais qui pourtant était quelqu'un d'extrêmement bon vivant, on peut le dire, qui adorait les femmes, qui adorait le vin, qui adorait la nourriture, et en fait qui a vécu peut-être un peu comme Nietzsche théorisait qu'il devait vivre. Bon, conclusion de cette vidéo. Déjà, lis Soleil et Acier, c'est un essentiel. Et j'adorerais que tu me fasses un retour. Comme d'habitude, je vais te mettre un lien si jamais tu veux à la fois prendre le bouquin et moi me soutenir un peu parce que voilà, je te mets un lien Amazon, j'ai pris le truc affilié Amazon. Et je vais aussi te rappeler que si tu as une librairie locale chez laquelle tu peux prendre ce livre, pas une grosse enseigne mais une librairie locale, va chez cette librairie locale et ne prends pas le lien Amazon que je te mets. Ok. J'ai avant tout envie que tu soutiennes tes petits commerces et ceux qui méritent d'avoir ta force autour de chez toi euh, avant que tu me soutiennes moi. D'accord? En tout cas par ce biais-là, tu vois. Si tu veux me soutenir d'une autre manière, tu peux me prendre une consultation, tu peux me prendre un coaching, parce que moi à côté je suis coach sportif. Voilà, tu as d'autres options. La vie et le culte du héros sont des choses qui ont encore leur sens et qui ont d'autant plus leur sens dans dans notre époque de chaos. Et vis-les. Et si tu y survis, peut-être qu'il sera un moment de devenir un peu Gandalf. Allez, je te souhaite une excellente journée mon bro. Et puis, tu me fais un retour quand t'as lu Soleil et Acier, ok? Allez, salut.